L'actualité de ce mercredi 12 février démarre au palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres. Et comme à l'accoutumée, plusieurs décisions prises, dont l'adoption d'un décret de création de l'Institut de cardiologie de Bouaké. Il sera fonctionnel d'ici fin mars prochain. C'est un pôle d'excellence en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires. Le camp du 43e BIMA a bientôt rétrocédé à l'armée ivoirienne. Le 20 février prochain a été retenu pour la cérémonie officielle de passation des clés à l'État de Côte d'Ivoire. Avant cette date, une de nos équipes a été autorisée à faire une immersion dans ce camp ordinairement fermé au grand public. Vous allez voir les premiers pas de la touche ivoirienne. Et puis, l'onde de choc provoquée par la décision prise par Donald Trump dès son investiture de suspendre l'aide américaine pour une durée de 3 mois n'en finit pas de se propager. L'interruption pourrait causer la mort de plus de 6 millions de personnes en 4 ans sur le continent africain, selon l'ONU. Bonsoir à tous, je le disais à l'instant, il y aura bientôt un institut de cardiologie à Bouaké. Il sera fonctionnel d'ici fin mars prochain. Le décret justement de création a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres, un conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le résumé de Mama Traoré, Ambroise Assema et Diamasso. Dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire ouvrira son deuxième institut de cardiologie. L'acte de naissance de cet établissement de référence basé à Bouaké a été signé par décret lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 février. Annuellement, l'Institut de cardiologie de Bouaké, en abrégé ICB, pourra délivrer, entre autres, 12 000 consultations et 290 opérations à cœur ouvert. L'ouverture de l'ICB est prévue dans le courant du premier trimestre 2025. La mise en fonction se fera de façon progressive et l'ICB pourra atteindre sa pleine capacité de fonctionnement à l'horizon 2027. Le fonctionnement de l'ICB, en tandem avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA, permettra assurément d'améliorer l'accessibilité aux diagnostics et soins de haute qualité en cardiologie, de prévenir activement les maladies cardiovasculaires et de réduire d'au moins 25% le taux de mortalité et le nombre de décès prématurés liés aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux dans notre pays. Cet institut viendra également renforcer le dispositif de prise en charge des victimes d'accidents de la voie publique, victimes dont le nombre a chuté sur la période 2021-2023 du fait de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière. 24% de baisse du nombre d'accidents, 9% pour le nombre de morts et 2% pour ce qui est des blessés. Toutefois, cette dynamique a été contrariée au dernier trimestre de l'année 2024 avec une recrudescence des accidents de la route et une augmentation du nombre de personnes tuées et de blessés respectivement de 14% et de 17% sur la période comparativement à l'année 2023. Aussi, diverses mesures portant notamment sur le renforcement de la gouvernance et le financement de la politique de sécurité routière, la sensibilisation des usagers, le traitement des voies accidentogènes et la résorption des causes mécaniques ont été adoptées pour accélérer la mise en œuvre de la SNR. Des terres plus sécurisées avec le C4C, Système d'information du foncier rural en Côte d'Ivoire. Ce nouveau dispositif technologique vient de voir le jour par ordonnance et il sera piloté par l'AFOR, Agence foncière rurale. Le C4C est à la fois un système d'information conçu pour automatiser la gestion de l'ensemble des flux de travail et un registre numérique pour garantir la conservation et la production diligente des données et des actes en matière foncière rurale. Le déploiement du CIFOR permettra de lever les difficultés sur le circuit d'intervention, de réduire nettement les délais et les coûts d'intervention et d'accélérer les opérations de sécurisation du foncier rural. Une autre ordonnance adoptée lors de ce Conseil des ministres entérine l'extension des activités de l'organe régulateur des filières EVA et palmier à huile à la filière coco.
Cette ordonnance vise à redynamiser la filière coco et à repositionner notre pays au rang des grands pays producteurs et transformateurs de la noix de coco, en cohérence avec la politique de gestion efficiente des finances publiques engagée par le gouvernement. Elle étend le champ d'application de la loi du 3 août 2017 fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile aux activités de la filière coco. Autre information à retenir de ce Conseil des ministres, la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, accorde un financement partiel de 30 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour les travaux de construction de la section d'autoroute Boaké-Kadaolo. Le Sénégal, l'Indonésie et le Costa Rica mandatent 3 nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Le Conseil a également été informé de l'intérêt du géant Eni pour un bloc pétrolier situé dans une zone peu exploitée du bassin sédimentaire national. Le gouvernement se dit prêt à engager des négociations avec la dite entreprise, négociations devant aboutir à la conclusion d'un contrat de partage de production. Et juste après ce conseil, le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, a quitté Abidjan pour Addis Abeba en Éthiopie, où il représentera le président Alassane Ouattara au 38e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce sommet sera l'occasion d'aborder les crises sur le continent ainsi que les questions de paix et de sécurité. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement désigneront un nouveau président de la Commission de l'Union africaine qui succédera au Tchadien Moussa Faki Mahamat. En marge du sommet, le vice-président Timoko Mélié Koné aura des entretiens avec des chefs d'État et plusieurs personnalités. Retour en Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste unie se dit prête à apporter son message de paix aux populations en cette période électorale. Un engagement affiché par son premier responsable. Le bishop Benjamin Boni s'est prononcé après un entretien avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Abdoulaye Koné et le Richard Dangon. C'est une initiative qui vise à promouvoir un environnement électoral apaisé. À l'approche de l'élection présidentielle, le Premier ministre a échangé mercredi avec le patron de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Les élections ne devaient pas être vues comme étant une réalité qui fasse peur. Ce sont des articulations régulières de l'histoire d'une nation. Religieux que nous sommes, nous avons l'impérieux devoir de porter la nation au pied de Dieu. Il faut que nous fassions ce que nous avons à faire. Donc, nous religieux, nous devons prier, nous devons parler avec nos communautés, les préparer, les aider à aller à ces échéances en toute responsabilité. Donc, dans la paix, c'est extrêmement important. Quels sont les sentiments que nous nourrissons, quelles sont les paroles que nous prononçons, quels sont les actes que nous posons. Il n'y a pas d'acte anodin. Il faut donc que nous fassions très attention. La démarche du chef du gouvernement vient souligner l'importance de la collaboration intersectorielle afin de garantir un environnement électoral apaisé, d'où l'implication des leaders religieux. Quittons Abidjan pour les États-Unis. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est en mission de travail aux Nations Unies à New York. Ce mercredi, Adama Bictogo a pris part à la 3e réunion du comité préparatoire de la conférence des présidents de Parlement. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux Michel Dugré et Zakaria Traoré. Au mois de juillet prochain aura lieu la 6e conférence mondiale des présidents de Parlement à Genève. Mais avant cette édition, le comité préparatoire tient sa 3e réunion pour finaliser la structure et les thèmes de ses assises. Au siège de l'ONU à New York, la délégation ivoirienne conduite par le président de l'Assemblée nationale est à la tâche. Adama Bictogo donne les enjeux de ces travaux. Ce que nous devons retenir, c'est que l'intervention de la Côte d'Ivoire par ma voix, c'est que nous souhaitons une réforme de l'ONU. Nous avons considéré que l'ONU ne pouvait pas, depuis sa création, rester en l'état. Le monde a changé, il y a
il y a un nouvel ordre géopolitique, il y a un nouvel ordre financier. Il est bon que l'ONU revisite donc ces textes parce que l'Afrique ne peut pas être absente. L'Afrique est complètement absente des décisions qui sont prises au niveau du Conseil de sécurité. Donc l'Afrique ne fait que subir. Alors que tous les autres continents sont représentés, l'Afrique a le droit donc d'être présente donc au niveau du Conseil de sécurité. Nous avons aussi noté que les objectifs 2030, développement durable et le pacte d'avenir élaboré par l'ONU répond à la mutualisation des forces, des ressources pour arriver à un monde équitable. Et donc nous avons souhaité que les parlements soient donc, que le champ des possibles au niveau donc des négociations et de la diplomatie soit élargi aux présidents des parlements. La conférence mondiale des présidents de parlement se veut un forum unique favorisant les échanges et le dialogue de haut niveau entre les dirigeants parlementaires du monde. Les assises qui se tiennent tous les 5 ans ont servi de catalyseur pour renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale, contribuant ainsi à combler le déficit démocratique dans les affaires internationales. Et suivant à présent cette audience de la présidente du Sénat, Kandia Camara, accordée à la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, des sujets liés à l'économie abordés à la permanence du Sénat, ici même à Abidjan. Herman Guivi. Rebecca Grispon-Magnoufis, secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, reçue en audience par la présidente du Sénat, Kandia Camara. En mission en Côte d'Ivoire dans le cadre de la présentation du rapport de la CNUSED, Rebecca Grispon-Magnoufis salue les excellents résultats obtenus par la Côte d'Ivoire en termes de croissance économique. Le développement de la collaboration entre la CNUSED et la Côte d'Ivoire figurait également au cœur de leurs échanges. La Côte d'Ivoire est devenue un hub incontournable pour cette région. Elle devient le partenaire commercial le plus important. Vous avez réussi à avoir des politiques qui ont créé une stabilité au plan financier. Nous avons des programmes que nous avons déroulés avec la Côte d'Ivoire. Nous avons un programme très important dans le domaine de la digitalisation des opérations douanières. Et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le chef de file de notre plateforme digitale en matière de procédures douanières. La Côte d'Ivoire a mis en place avec nous aussi un programme dans la gestion de la dette. Et les choses se passent aussi très bien pour le développement de cette plateforme. Et encore une fois, la Côte d'Ivoire reste le modèle dans ce domaine. Se réjouissant de cette visite, Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, s'est saisie de cette opportunité pour présenter les potentialités qui existent en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé avec elle des besoins concernant les populations et nous avons surtout demandé à la secrétaire générale d'être le porte-parole de la Côte d'Ivoire et des populations ivoiriennes auprès des Nations Unies afin que davantage soit fait pour ces populations ivoiriennes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a amorcé son développement, elle l'a dit, mais nous disons que beaucoup reste encore à faire. Ancienne vice-présidente de la République du Costa Rica, Rebecca Grispon-Magnoufis a marqué toute son admiration devant le dynamisme de l'économie ivoirienne. Elle est la première secrétaire générale de l'ONU chargée du commerce et du développement. En bref et en image, le 14 février prochain s'ouvre en Allemagne la 61e conférence sur la sécurité de Munich, une réunion de haut niveau où les experts se retrouvent pour débattre des crises actuelles afin de proposer des solutions anti-guerre. Déjà sur place, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a échangé aujourd'hui même avec des partenaires. La contribution du génie militaire au bien-être des populations et le transfert de compétences sont entre autres les sujets évoqués. Et en matière de coopération militaire, la France est un allié de longue date de la Côte d'Ivoire. Cette coopération, traduite par la présence de la force du 43e BIMA dans la commune de Port-Bouët, va connaître un changement. Le camp militaire sera rétrocédé à l'armée ivoirienne. Une cérémonie officielle de passation aura lieu le 20 février prochain. Avant bien sûr cette date, les portes de cette base militaire française ont été ouvertes à notre équipe. Walter Amadou Ouattara, Bernard Bekona. Bientôt, le 43e bataillon d'infanterie de marine, BIMA, unité de l'armée française située dans la commune de Port-Bouët, sera rebaptisé. Ce camp militaire portera le nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne,
le général Ouattara Thomas Dakin, des soldats du 1er bataillon du génie de Bouaké, dirigé par le lieutenant-colonel Roméo Kofi, commandant en second du 10 bataillon, sont à la tâche pour marquer les symboles aux couleurs ivoiriennes. Le 1er bataillon du génie a reçu 2 missions principales. La première est de transformer l'identité visuelle de la caserne aux couleurs ivoiriennes. La seconde, bien évidemment, est d'aménager les infrastructures afin de permettre à nos hommes de s'installer durablement et cela dans les conditions les plus optimales. Nous sommes arrivés ici courant 10 janvier et comme activité déjà menée, nous avons procédé au ravalement de certaines façades, la réhabilitation d'infrastructures sanitaires et l'aménagement de dortoirs, la peinture des miradors qui servent à la sécurisation périphérique de la caserne aux couleurs orange, blanc et vert. Construire un portique d'une longueur de 19 mètres sur une hauteur totale de 8,60 m. Ce portique portera sur sa façade principale les inscriptions suivantes. République de Côte d'Ivoire, ministère d'État, ministère de la Défense, État-major général des armées, camp militaire général de corps d'armée, Ouattara Thomas Dakin. Les signes d'une passation responsable et mature sont visibles à l'entrée du camp. Soldats français et ivoiriens travaillent en bonne intelligence et de façon professionnelle. Plus loin, c'est le constat. Dans cette salle de classe, où se trouvent plusieurs nationalités. Du cours de ce matin, en fait, c'est la présentation des systèmes d'information et de communication des différents pays. Il y a une double vocation à ces présentations. D'une part, un but pédagogique, donc leur permettre, dans le cadre d'une présentation orale, donc de prendre de l'assurance, parce que ce sont de futurs chefs, et également dans un but technique et d'apport de connaissances, donc de partager l'organisation des cycles de leur pays et éventuellement de nous présenter les principaux matériels qui équipent ces armes. Les instructeurs français et ivoiriens dispensent des cours à ces futurs commandants d'unité. Nous sommes à l'Académie militaire des systèmes d'information et de communication. Nous avons un premier stage qui a débuté depuis le 6, qui prendra fait le 25 mars. C'est le cours des futurs commandants d'unité, avec un effectif de 13 stagiaires, 6 Ivoiriens, 7 officiers des systèmes d'information des pays amis, parmi lesquels il y a un Camerounais, un Sénégalais, un Béninois, un Gabonais, un officier sikh de Madagascar, de Djibouti et de la République du Congo. L'encadrement est composé de 6 personnes, dont 5 Ivoiriens et un compagnon français. Au champ des tirs, des soldats ivoiriens voient leurs capacités renforcées. Désormais, ces éléments du 1er bataillon d'Akwedo ont toutes les commodités pour se performer. Aujourd'hui, c'est la première séance de tir pour une unité. Donc c'est la 30e compagnie. Donc c'est une unité qui est arrivée ici il y a environ une dizaine de jours. Nous sommes là juste pour les conseiller, les guider. Je me mets en retrait et ce que je veux, c'est que le directeur de tir, donc le chef de section désigné, applique la réglementation qui est propre au STO. Ils sont au moins 120 soldats issus des forces armées de Côte d'Ivoire à s'entraîner et à vivre sur ce site qui va être perçu comme l'ancien 43e BIMA de Port-Boué. Je suis à la tête d'une compagnie d'environ 90 PAX et depuis notre arrivée le 20 janvier, nous avons effectué plusieurs aménagements en fonction du cadre des infrastructures qui nous ont été données. Parmi les infrastructures, nous avons des dortoirs, des bâtiments qui servent de bureaux et aussi nous avons accès aux aires de détente et aux aires d'entraînement. Donc actuellement, nous occupons nos journées, comme tout militaire, à l'entraînement au combat, à l'instruction, aux activités de cohésion. Quand ils ne sont pas en activité militaire, c'est dans la communion parfaite qu'ils pratiquent le sport avec leurs frères d'armes de la France. Ce mât, portant 2 drapeaux à la place d'armes, n'aura qu'un, celui de la Côte d'Ivoire, probablement le 20 février prochain. Ici, sur ce mur au niveau du poste de commandement, était marqué Force française en Côte d'Ivoire. Ces écritures ont été retirées simplement et à la longue portera poste de commandement camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin. Et ce portrait sera dévoilé le jour J. Avant cette date,
Les différents travaux réalisés ont atteint à ce jour un taux compris entre 70 et 75%. Et même s'ils se préparent pour cet événement, les hommes en armes veillent au grain. Une tentative d'évasion a été perpétrée à la maison pénale de Bouaké ce mercredi aux environs de 13h. Selon les informations données par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, tout est parti d'une fouille des cellules faites le mardi 11 février 2025 suite à la présence d'objets interdits dans la maison pénale, à savoir les stupéfiants et des armes blanches. La promptitude des gardes pénitentiaires soutenus par la gendarmerie et la police nationale a permis de ramener l'ordre. Bilan de cette tentative d'évasion, 0 évadé, 0 mort et 2 blessés légers parmi les détenus. Le procureur de la République rassure la population du retour au calme. On va parler éducation à présent. Ce lundi 10 février, une rencontre déterminante s'est tenue entre Maria Toukoné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et les fêtières des syndicats d'enseignants du secteur privé laïque et confessionnel de Côte d'Ivoire. Les défis majeurs auxquels le secteur privé fait face ont été soulevés. C'est ce que nous apprend Sephora Zigui. L'enseignement privé de Côte d'Ivoire, un secteur crucial qui fait face à de nombreux défis. Qu'il s'agisse du confessionnel ou du laïque, les acteurs veulent améliorer la qualité de l'enseignement qui joue un rôle essentiel dans la formation du capital humain du pays. La volonté de réforme semble plus forte que jamais. Discuter pour trouver des solutions. Nous sollicitons l'attention de l'État sur le traitement salarial des travailleuses et travailleurs du secteur éducation-formation confessionnel chrétien. Nous constatons des arriérés de salaire dans certains établissements. Et nous sortons regardis, contents, parce que nous avons trouvé une oreille attentive à nos problèmes, qui nous a donné aussi des pistes pour que, au sortir de toutes nos actions, on trouve une école privée laïque vraiment performante. Maria Toukoné, la ministre de tutelle, lors de ces échanges, rappelle l'importance du secteur privé dans la formation des jeunes Ivoiriens. Cependant, elle souligne plusieurs dysfonctionnements qui minent la qualité de l'enseignement privé. Vous avez omis de dire qu'il y a des directeurs d'études sans autorisation de diriger. Vous avez omis de dire qu'il y a des enseignants sans autorisation d'enseigner, des éducateurs sans autorisation d'exercer, et tout cela en violation des textes en vigueur. La revalorisation des salaires a été arrimée à l'augmentation du SMIC. Et cette augmentation de 60 000 à 75 000 est l'aboutissement de concertations entre le gouvernement et les organisations professionnelles d'employeurs et d'employés. N'est-ce pas? Mais reconnaissez aussi que c'est vous-même qui violez les textes que l'État prend pour vous protéger. Si les problèmes paraissent nombreux et complexes, la volonté commune de réformer et d'améliorer l'enseignement privé en Côte d'Ivoire semble forte. Maria Toukoné a de son côté exprimé son engagement à collaborer avec les syndicats pour mettre en place des mesures correctives et trouver des solutions adaptées à chaque problématique. On en vient maintenant à ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Il est lu par Jean-Marc Adjadji. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, constate que certaines émissions de débat diffusées sur les médias audiovisuels contiennent des propos inappropriés, voire injurieux, à l'encontre de personnalités publiques et d'institutions. Ces propos, souvent dénués de précautions oratoires, peuvent porter atteinte à la crédibilité des institutions, à la dignité des personnes concernées et nuire au climat de respect et de courtoisie qui doit prévaloir dans l'espace médiatique. Face à ces dérives verbales, la ACA tient à rappeler les principes suivants. La liberté d'expression, y compris la liberté de commentaire et de critique, est un droit fondamental consacré en Côte d'Ivoire et garanti par la ACA dans le cadre de la communication audiovisuelle. L'expression pluraliste des courants d'opinion qui participent du renforcement de la démocratie est également garantie par la ACA. Toute critique, même acerbe et partisane, fait partie intégrante de la liberté de communication. Le droit de réponse est garanti à toute personne mise en cause. Ce droit de réponse doit être diffusé dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles ont été diffusées les allégations critiquées.
La ACA veille également au droit du citoyen à une communication respectueuse qui préserve un minimum de bienséance et de considération, notamment envers les personnalités publiques et les institutions. La ACA appelle donc les invités des émissions de débat à faire preuve de modération dans leur prise de parole et à respecter scrupuleusement les règles de courtoisie lors des échanges. Elle invite également les animateurs de ces émissions à redoubler de vigilance dans la conduite des débats afin de garantir un dialogue constructif et respectueux. La ACA réaffirme son engagement à protéger les droits des citoyens tout en veillant à ce que les médias audiovisuels remplissent leur mission d'information et de débat dans un cadre éthique et responsable. Je vous propose maintenant de faire une halte à Soubré, dans cette ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour vous plonger dans la fabrication de ce spiritueux aux arômes si particuliers et qui ne laisse pas ses consommateurs indifférents. Il s'agit de cette boisson appelée communément Koutoukou. Jean-Luc Bombo, Adama Sangaré, découverte. 2 tonneaux métalliques trônent au centre d'une installation rudimentaire. À première vue, un bric-à-brac de fortune. Mais à y regarder de plus près, c'est un véritable laboratoire de chimie improvisé. Bassin refroidisseur, tuyaux enchevêtrés, feu de bois, tout un dispositif qui transforme le vin en une eau de vie aux arômes puissants. Le Koutoukou. On dirait bandit là, on dirait c'est lourd. Hein. Depuis là, ça va commencer à bouillir quoi. Trop là, c'est 30 minutes comme ça. Voilà, ça a commencé à bouillir. Si ça bouille là, puis on ferme. Si on ferme là, ça sort là-bas, ça sort Koutoukou là-bas quoi. L'autre côté, ouais. C'est dans l'ombre des grands palmiers à huile, voués à être remplacés après des années de production industrielle, que s'activent ces fabricants de Koutoukou. Ils abattent ces géants verts pour extraire le précieux vin de palme, une liqueur sucrée qui, après distillation artisanale, devient le fameux Koutoukou. Chacun y va de son explication, parfois confuse, mais toujours passionnée. Tu vois, on a mis barrique là, ça chauffe là-bas. Hein. C'est le vapeur qui rentre dans le tuyau là. Maintenant, ça descend ici. Ça transforme à l'eau un peu. Ça refroidit un peu. Ça descend. Ça refroidit, ça vient en liquide. Maintenant, deuxième tour là, ça sort de l'eau. Ouais, de Koutoukou. Voilà. Entre les vapeurs d'alcool et la chaleur du feu, la concentration est de mise. Car, oui, le Koutoukou, c'est aussi une affaire de risque. Une mauvaise manipulation et le breuvage peut devenir dangereux. Souvent, si on place les tuyaux là aussi, bon, souvent il y a quelque chose qui bouge trop là quoi. Si ça bouge trop là comme ça, bon, si ça ne respire pas, le tuyau là ne respire pas là. Maintenant ça dérange, barrique là, puis barrique là ça pète. Si ça pète seulement, ça peut nous faire du mal, voilà. Direction maintenant un bistrot où la boisson finit sa course. Ici, pas de cartes sophistiquées, mais une gamme de Koutoukou au nom aussi évocateur que mystérieux. Jaune amer, coco, 4 heures du matin. Autant de déclinaisons pour séduire les amateurs des sensations fortes. Les gens disent comme ça que le Koutoukou est très bon parce que c'est fait des ingrédients naturels comme le palmier, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc en prenant ça aussi, c'est bon pour la digestion. Un breuvage à manier avec précaution. On n'abuse pas, juste un peu. Au moins le matin, tu prends un verre et puis tu vas au boulot. Après le boulot, avant de prendre des trucs à ton dîner, tu prends aussi un verre. Parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc juste tout petit peu. D'abord interdit au début des années 60, puis autorisé fin des années 90, le Koutoukou a traversé les âges et les interdits sans jamais perdre son public. Une boisson qui fait partie du patrimoine brassé dans l'ombre des palmeraies et savouré dans la chaleur des maquis. On vient d'entendre un verre. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, à la suite de la décision prise par l'administration Trump de suspendre une grande partie de l'aide étrangère américaine pour 90 jours, des centaines de programmes de lutte contre le VIH-Sida sont menacés sur le continent. Parmi eux, notamment le PEPFAR, un plan d'urgence créé en 2003 sous la présidence de George W. Bush, qui a permis de sauver plus de 25 millions de vies dans 55 pays en 20 ans. Selon l'ONU, son interruption pourrait causer la mort de plus de 6 millions de personnes.
en seulement 4 ans. Merci à vous tous de votre attention. Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.